Une des plus grandes questions qui tourmentent l'esprit des astronomes et des gens ordinaires est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé d'aliens? On pourrait penser qu'avec un univers aussi vaste, rempli d'une multitude d'étoiles et de planètes, nous serions déjà tombés sur quelques voisins extraterrestres. Cette question a été posée pour la première fois par le célèbre physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner avec ses collègues scientifiques. Il discutait des observations d'OVNI et des extraterrestres lorsque, soudain, Fermi a lancé « Mais où est passé tout le monde ?» Cela ne semblait être qu'un commentaire anodin, mais il a déclenché un grand débat. Si l'univers est rempli d'étoiles, de planètes et d'une possible vie extraterrestre, comment se fait-il que nous n'ayons encore rien détecté? Cette discussion a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Fermi. Il suppose que, d'après nos connaissances, des civilisations extraterrestres avancées devraient logiquement exister quelque part, potentiellement en grand nombre. Il semble probable qu'elles posséderaient une technologie capable de leur permettre de voyager dans l'espace, ou au moins d'émettre des signaux pour annoncer leur existence. Mais voici le hic. En dépit de toutes nos avancées technologiques, et de l'ampleur des recherches entreprises, nous n'avons pas encore trouvé d'indices crédibles de l'existence de ces civilisations avancées. Alors, où se trouvent-elles? Au fil des ans, diverses théories ont été formulées pour tenter de résoudre ce paradoxe. Examinons quelques-unes des plus intéressantes. L'hypothèse dite de la Terre rare propose que la Terre pourrait être tout simplement exceptionnelle et que les planètes comme la nôtre, capables de soutenir la vie, seraient extraordinairement rares. Selon cette idée, nous pourrions être la seule planète dans la Voie lactée à abriter la vie, ou du moins une vie intelligente. Nous pourrions également être la première civilisation intelligente de notre galaxie à atteindre ce niveau de développement. En d'autres termes, nous pourrions être des pionniers, aussi incroyables que cela puisse paraître. Cependant, il reste peu scientifique de miser sur un tel coup de chance. Certains pensent que des civilisations avancées pourraient avoir existé dans notre galaxie, mais qu'elles l'auraient désertée par la suite. Peut-être ont-elles développé des technologies de voyage interstellaire, leur permettant de naviguer entre les galaxies, ou peut-être utilisent-elles des moyens exotiques comme les trous de verre, ces structures hypothétiques qui relieraient des points éloignés de l'espace-temps. Elles auraient pu découvrir des lieux plus fascinants et hospitaliers où s'installer, loin de nous. Une hypothèse pessimiste est que, lorsqu'une civilisation devient trop avancée, elle finit par s'autodétruire. Que ce soit par des conflits, la dégradation de son environnement ou d'autres facteurs, il se pourrait que la plupart des civilisations ne survivent pas assez longtemps pour se consacrer à l'exploration spatiale. Imaginez à présent une civilisation avancée anéantie par une épidémie avant même d'avoir pu commencer à explorer les étoiles. En d'autres termes, il est plausible que les civilisations n'aient tout simplement pas le temps de persister assez longtemps pour en rencontrer d'autres. Une autre hypothèse, peu flatteuse pour notre propre technologie, est que ces extraterrestres emploient des méthodes de communication que nous sommes incapables de percevoir. Il est possible qu'ils utilisent des signaux qui échappent à notre compréhension actuelle de la physique. Bien que les scientifiques débattent de telles éventualités, aucune preuve tangible n'a encore été trouvée. Les extraterrestres pourraient aussi nous éviter exprès. Ils pourraient être présents quelque part, mais choisir de rester discrets, sans réelle urgence de se manifester tant que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Et en parlant de préparation, certains pensent que les extraterrestres attendent peut-être que nous atteignions un certain degré de développement pour établir le contact. Ils préféreraient sans doute éviter toute interférence avec notre évolution tant que nous n'avons pas atteint ce niveau d'avancement. Il est aussi envisageable que des civilisations avancées se tournent vers la réalité virtuelle. Si elles sont capables de vivre dans des mondes numériques, elles pourraient se désintéresser de l'exploration de l'univers physique. Pourquoi s'en soucieraient-elles ? Enfin, une autre théorie singulière suggère que certaines civilisations pourraient entrer dans une forme d'hibernation, attendant un refroidissement de l'univers, car cela pourrait être plus avantageux sur le plan énergétique. Et enfin, il existe cette hypothèse inquiétante selon laquelle notre univers entier pourrait être une simulation informatique, et que les extraterrestres se cacheraient délibérément de nous. Cela ressemblerait à un jeu vidéo qui ne dévoile ses secrets qu'au fur et à mesure que l'on progresse au fil des niveaux. Passons maintenant à l'examen des probabilités de vie ailleurs. Dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il existe probablement environ 20 milliards de planètes, dont la taille et la position dans la zone habitable sont similaires à celles de la Terre, ce qui signifie qu'elles se trouvent à une distance idéale de leurs étoiles, pour abriter de l'eau liquide. Mais parmi elles, combien abritent réellement la vie? La majeure partie? Quelques-unes seulement? Ou presque aucune? Et parmi celles qui possèdent la vie, combien hébergent des formes intelligentes capables de développer des technologies? Dans les années 60, un scientifique du nom de Frank Drake a tenté d'estimer le nombre de civilisations dans notre galaxie susceptibles de prendre contact avec nous. Il a ainsi formulé une équation célèbre, plus tard appelée l'équation de Drake. Bien qu'elle paraisse complexe, son principe reste relativement simple. Elle permet d'évaluer le nombre de civilisations intelligentes
en se basant sur des facteurs tels que le taux de formation des étoiles, le nombre d'étoiles possédant des planètes, le potentiel de ces planètes à soutenir la vie et la durée de vie d'une civilisation. N est le nombre de civilisations intelligentes qui pourraient nous contacter. R est le taux moyen de formation d'étoiles dans notre galaxie. Fp est la fraction des étoiles possédant des planètes. Ne est le nombre moyen de planètes par étoile qui pourrait abriter la vie. Fl est la fraction de ces planètes où la vie se développe effectivement. Phi est la fraction où la vie intelligente émerge. Fc est la fraction des civilisations qui peuvent et désirent communiquer. Et L est la durée pendant laquelle ces civilisations existent avant de disparaître. Le problème est que nous ne connaissons pas les valeurs précises de la plupart de ces paramètres. Par conséquent, lorsque nous insérons des chiffres que nous connaissons, mais avec de grandes marges d'erreur, les résultats sont eux aussi largement imprécis. Selon les valeurs retenues, le nombre de civilisations dans notre galaxie pourrait varier de presque 0 à plusieurs dizaines de milliers. Actuellement, la meilleure estimation que nous puissions proposer indique un chiffre très faible, proche de 0. En d'autres termes, bien que notre galaxie soit gigantesque, il est possible que nous soyons seuls ici, ou presque. Une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres est que, même s'ils existent, nous pourrions être incapables de leur rendre visite, du moins avec notre technologie actuelle. La vitesse de la lumière constitue une barrière absolue en physique, ce qui implique qu'aucun objet ne peut voyager plus vite qu'elle. Cela rend le voyage interstellaire d'une lenteur extrême. Les choses pourraient évoluer si des méthodes de voyage, telles que les trous de verre ou les moteurs à distorsion, s'avéraient impossibles. Peut-être qu'un jour ces concepts deviendront réalité, mais pour l'instant, il y a peu d'espoir. Bien que nous ne puissions pas rencontrer physiquement d'extraterrestres, il existe encore des moyens de les détecter. L'un des projets les plus importants à cet égard est SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. Les chercheurs de SETI utilisent de puissants télescopes pour détecter d'éventuels signaux radio émis par des planètes lointaines. Si une civilisation extraterrestre émet des signaux, il est possible que nous puissions les capter. De plus, avec des télescopes de plus en plus performants, nous pourrions être capables de saisir des clichés ultra détaillés de planètes lointaines et pourquoi pas de mondes similaires à la Terre, à plusieurs centaines d'années-lumière. Cela pourrait paver la voie dans la recherche de signes de vie extraterrestre. Quoi qu'il en soit, même si nous n'avons pas encore détecté d'aliens, la quête est loin d'être achevée. Que ce soit par des technologies de pointe, une meilleure compréhension des lois de la physique ou tout simplement en écoutant les étoiles, il se pourrait qu'un jour nous découvrions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et en attendant, la question « Où sont-ils tous ?» ne cesse d'attiser notre curiosité. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035. Et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste.
Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également l'avoir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas,
Nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'une seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne, et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient révélés clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse,
et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b
ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832 Cygni reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030.
À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues.
Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 6 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de G0. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool. Car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenu dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge.
pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac G0. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à G0 dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois.
Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire.
La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial, parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments. La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme « exoplanète » ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice, il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant, elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier.
cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui, sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète. Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac pourraient y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan, ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche. Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère.
il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie. Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur K18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps.